des mots forts, des mots qui impactent, des mots qui blessent. L'école, la cour de récréation, être sur la route dans sa voiture. Une grosse agression. Déjà vue, déjà vécue. Ça peut faire mal autant que les violences physiques. Un manque de maîtrise de soi. C'est un mal-être personnel que les gens viennent projeter du coup sur la personne qu'ils ont en face d'eux. Que c'est quelque chose qui vient pas de la personne qui est en face, c'est vraiment quelque chose qui est assez personnel. L'individualisation de chacun fait qu'on pense plus à sa personne qu'aux autres. Le moyen le plus efficace pour eux d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont subi. On a l'impression qu'on est au-dessus, alors que c'est tout l'inverse. Au début, c'est la colère, mais vraiment la grosse colère. C'est surtout un sentiment d'injustice. La colère, tout de suite, ça monte tout de suite. Peut-être de frapper plus fort et d'avoir le dernier mot. Je me laisse pas faire, donc forcément je réponds et c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. À quoi bon réagir à la violence avec la violence? Si on m'agresse physiquement, ça sera avec la violence. Si on m'agresse verbalement, je pense que je ne répondrai pas, j'ignorerai la personne. Ça m'entraîne quand même une certaine misérabilité personnelle, en me disant j'ai eu tort parce que ça n'amène à rien. Je me dis ça sert à rien de vouloir discuter, ça sert à rien de vouloir essayer de raisonner ou de me faire comprendre. Je sais que la prochaine fois que la personne me verra, elle va faire la même chose, donc je laisse couler. Les réseaux sociaux. Ça permet en fait l'expression. On est plus apte à dire des méchancetés puisqu'on donne plus notre avis sur les choses qui nous entourent. Les gens vont être plus, trash et ils vont pas hésiter à être assez violents verbalement. Si on va s'exprimer de manière vulgaire ou haineuse sur un réseau social, alors c'est qu'on l'est soi-même. Souvent ça tourne beaucoup autour du physique ou autour d'opinions qui sont peut-être pas partagées par tout le monde. Quand je vois les images sur les réseaux sociaux qui peuvent tourner des gens qui parlent et qui ont de la haine. Je trouve que les gens se lâchent vraiment avec ça. Et c'est pas forcément une bonne chose. Moi je dis toujours c'est l'éducation. La première transmission quand on a des enfants, c'est de leur apprendre le respect. Quand on laisse libre cours, sans poser des limites, sans expliquer pourquoi on pose ces limites-là, les enfants en fait, ils se livrent, mais pas dans le bon sens. Les parents démissionnaires, les enfants livraient eux-mêmes une bonne partie, l'effet de groupe, et puis... C'était au collège, il y avait des camarades qui victimisaient en sorte d'autres personnes par des insultes. Et moi, je les voyais, je ne faisais rien, parce que tout simplement c'était un truc de groupe. Le manque d'encadrement, que ce soit familial ou ailleurs. Moi je pense qu'il faudrait sanctionner un peu plus durement et surtout mettre en avant les sanctions qui sont données pour faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas faire ça en toute impunité. Si il y a une éducation qui est faite aux éducateurs, à savoir les parents et les autres personnes qui côtoient les jeunes enfants, et qui seraient susceptibles de transmettre cette violence, qu'elle soit passive ou active, alors je pense qu'on pourrait faire en sorte que ce soit plus un réflexe, la violence verbale, mais de le transformer en argument nécessaire pour se faire entendre en étant dans des propos mesurés. Quelle est la source de ces violences verbales chez les personnes qui viennent les faire aux autres, tout simplement? J'aimerais bien savoir quelles sont les bonnes façons de réagir par rapport à quelqu'un qui est violent verbalement en face de nous. Une petite astuce, est-ce qu'ils ont un code, est-ce qu'ils ont une formule magique pour aider les gens en ce sens? Est-ce qu'il y aurait des outils qui seraient possibles, comme la lecture, comme la musique, comme la sociologie, qui permettraient finalement d'apaiser les gens dans leur démarche de violence, avant même qu'elles ne surgissent, pour essayer de faire un stop net et trouver une autre alternative. Est-ce que les études sociologiques des 30 dernières années montrent l'évolution dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ou au contraire? Est-ce qu'on arriverait à tous se mettre d'accord et finalement parler juste posément, avec des mots qui seraient justifiés, avec un ton justifié, et non pas dans la haine et la colère comme on le fait aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez être considéré comme auteur de cyberharcèlement si vous n'avez réalisé
une seule action numérique. Vous avez liké ou retweeté un propos qui finalement a été liké et retweeté des dizaines voire des centaines de fois, eh bien vous êtes aujourd'hui juridiquement considéré comme partie prenante du phénomène de harcèlement, de cyberharcèlement. Moi j'ai juste liké, bah oui, mais vous étiez 150 à avoir liké la même chose, donc la personne elle a été insultée 150 fois, donc harcelée. Quand je vais rentrer dans une colère noire ou dans une émotion négative et que je vais user de violence verbale, mon objectif c'est de toucher l'autre, c'est de le blesser, de l'humilier, de le rejeter, de faire qu'il se sente plus bas par rapport à moi et de mettre en avant un rapport de domination. Donc c'est vraiment le but. Et effectivement, ça peut faire très mal parce qu'on va toucher les émotions. Ne pas confondre la violence verbale qu'on peut retrouver dans les échanges entre pairs, qui va être de l'ordre du jeu entre eux, et pas du tout de l'agression, et la violence verbale qui, là, va être de l'ordre de « je veux toucher l'autre ». Parce qu'on a aussi tout ce jeu, et notamment les recherches de Laurent Muchelli le montrent, il n'y a pas plus de violence aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans, il y a 60 ans. Quand on va dire quelque chose qui n'a pas une sémantique reconnue par l'autre, l'autre ne peut pas être blessé, parce qu'il n'y a pas effectivement, il n'y a pas le sens, il n'y a pas la sémantique derrière, donc il n'y a pas la reconnaissance de quelque chose qu'on pourrait prendre pour soi. Dans la communication non violente, il y a le tu qui tue. C'est l'idée que si on dit tu à chaque fois, on agresse l'autre en fait. En accusant l'autre, on agresse l'autre et on le réduit, on le domine. Il y a le prof qui va dire il y a du bruit dans la classe. Et puis ça se répète. Alors, et puis il finit par dire tu fais du bruit. Là, maintenant, à cet instant. Puis ça se transforme en « tu es bruyant ». Et donc, au fur et à mesure, il y a une essentialisation. Donc l'autre devient quelque chose comme si c'était un état permanent. Alors qu'en fait, c'est lié juste à un bruit à un moment donné. C'est très contextualisé. Si un professeur va lancer, et ça arrive, on ne va pas se le cacher, une pique à un élève, là, l'élève, soit il répond, il sait que probablement il y aura une sanction, mais de toute façon, sanction il y aura de la part des pairs s'il ne répond pas. Parce que c'est aussi un enjeu, c'est aussi une question de face. Et ça, Erving Goffman l'a très bien démontré. Si là, tout de suite maintenant, je ne réponds pas, je perds la face à tous mes copains. Ils sont dans l'attente là, que je réponde et que j'aille peut-être potentiellement un peu plus haut pour moi aussi piquer. Et c'est le principe de la montée en tension interactionnelle, c'est-à-dire qu'on va aller toujours plus haut, pour finalement avoir comme unique et dernier but d'avoir le dernier mot. Si on est violent en permanence, c'est qu'il y a un problème, effectivement, et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, une émotion qui est là, et donc là pour ça il y a des psychologues qui sont là et qui peuvent aider les gens à régler ces traumas et les raisons de cette violence. On travaille nous avec des psychologues aussi pour essayer de voir en quoi la transe pourrait traiter déjà les traumas. Si on se place du point de vue du harcelé, et j'entends deux questions principales, c'est qu'est-ce qui me touche et pourquoi ça me touche, et deux, comment je traite l'émotion que ça provoque en moi. Donc en fait l'idée, globalement, c'est de réussir à pas réagir à ça. Et il y a plusieurs façons de le faire. Donc ça, c'est quand on est récepteur justement, et tout l'enjeu est là, c'est de pas se laisser blesser. Donc c'est de réussir à mettre à distance suffisamment le fait que ce soit l'émotion de quelqu'un d'autre et que ces émotions lui appartiennent et ne sont pas à nous. Et puis que ce qui se joue à ce moment-là dans la relation, c'est pas forcément nous qui l'avons suscité. Alors moi j'avais réfléchi à ça à un moment donné, à partir des gens qui sont en voiture. Quand on est en voiture et qu'il y a quelqu'un qui fait un truc pas très sympathique, et il y a les conducteurs ou les conductrices peuvent s'énerver très 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 fort. Et c'est la personne à côté, ou les gens qui sont dans la voiture qui prennent. Dans la réception déjà, il y a un travail à faire, il y a une éducation à faire aussi de ça. C'est-à-dire de prendre conscience qu'on n'a peut-être rien à voir avec cette colère en fait. Et la colère, c'est une émotion. Et l'émotion, faut pas oublier que c'est une réaction physico-chimique en fait qui se passe dans le corps et qui nous amène à réagir. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Si on veut être à même de réagir posément face à ce qu'on considère comme une agression, il faut être capable de se dire « Oula, je sens que je suis en colère, je vais
d'abord prendre conscience que je vais monter, que je suis en colère avant de répondre. Parce que si je réponds par la colère, je serai forcément dans la violence verbale. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre aux enfants notamment. La mauvaise petite amie qui a été infidèle, c'est se moquer des autres pour faire rire les camarades. Et ça, la grande spécialiste des pratiques numériques des ados, qui est Dana Boyd, le dit très bien. De nombreux cas de cyberharcèlement ont été provoqués par une mauvaise blague. Je me moque volontairement d'un camarade, mais l'acte premier, la volonté première n'est pas de lui nuire, c'est de faire rire la classe. Je gagne en popularité et comme ça j'ai mon petit pouvoir au sein du groupe de pairs. Et puis second effet qui se coule, comme on dit, le camarade se retrouve victime d'un acte de cyberharcèlement. Et moi j'aimerais bien que cette formation-là sur la violence verbale, sur savoir gérer les interactions de la violence verbale, entre dans la formation des enseignants. C'est bien qu'ils sachent apprendre les maths, le français, etc. Mais on est d'abord dans une interaction individu à individu et ça, j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à l'oublier. Donc oui, c'est pour moi, ça doit rentrer dans la formation au sein de l'éducation nationale. Et après, dans la famille, on est aussi dans une société où montrer ses émotions, c'est pas bien. Surtout, t'es triste, pleure pas, le montre pas, cache-le. Alors, tant mieux, j'ai l'impression que ça a tendance à évoluer, mais on le voit, aujourd'hui, les enfants, ils sont on les laisse pleurer, on les laisse ci, on les laisse là. Il y a quand même un truc par rapport à l'émotion qui, d'un point de vue de la société, c'est pas évident à accepter les émotions. Donc, je pense qu'il faudra encore du temps. Parce qu'on sait que les émotions ont une connotation très genrée. Un garçon ne pleure pas et un garçon qui pleure, c'est, passez-moi l'expression, une tapette. Et voilà, la colère, l'émotion est aussi teintée de sexisme. Et finalement, quand on reconstitue le puzzle avec ces différentes pièces, on se voit qu'il y a quand même des actions transversales à mettre en place. On lutte contre les stéréotypes, on lutte contre le sexisme, mais en même temps, on fait tout un travail sur les émotions. Ce phénomène de dissociation léger qui nous décentralise, qui nous déségotise de l'autre, fait que ce que va nous envoyer l'autre comme flèche, ça va nous toucher beaucoup moins parce que c'est pas moi-je que ça touche, c'est quelque chose qui a une distance par rapport à ça. Et deux, dans la façon de traiter l'émotion, notamment ce qu'on commence à étudier avec Béatrice, c'est la pratique de ce proto-langage et déjà de la transe qui va permettre d'abord de transformer l'émotion. Le proto-langage qui se passe dans le vécu de la plupart des gens qui vivent des transes permet d'exprimer une émotion. Et quand on est en dialogue avec quelqu'un, qu'on a des choses à se dire qui sont pas agréables, on peut très bien utiliser le proto-langage pour commencer à faire passer les émotions, mais sans que les mots blessent. Et une fois que ces émotions sont passées, qu'on a exprimé sa colère, qu'on a exprimé, alors ce serait un bon moyen pour la plupart des gens d'exprimer sans blesser, une fois qu'on a exprimé son émotion, à ce moment-là, on peut commencer à parler. Voilà. Donc, pour donner un exemple, comme ça vous voyez de quoi on parle, quand je dis bonjour, je ne vais pas dire bonjour tout le temps de la même façon. Il y a déjà dans le bonjour une façon de le dire qui va dire beaucoup de ce que je ressens. Mais bonjour, c'est limité par une signification, par une façon de dire le mot qui va nous empêcher de dire plus de nos émotions. Donc avec le proto-langage, au lieu de dire bonjour, je vais dire voilà, ça peut être ça. Demain, je dirai bonjour différemment, en proto-langage aussi. Mais là, ça a exprimé tout ce que j'avais envie de ressentir et de transmettre dans l'émotion que je ressens, dans le bonjour que je veux transmettre. Si maintenant, j'ai une émotion de colère, je peux dire des mots qui blessent, mais je peux dire aussi, je vais éloigner le micro, je peux dire aussi celui qui est en face, il a compris que je suis en colère. En revanche, il ne va rien retenir des mots que j'ai dit parce qu'ils n'ont pas blessé. Il faut aussi qu'on se dise qu'en face, c'est une souffrance qu'on a. C'est une souffrance qu'on est en train de nous envoyer à la figure, quoi. C'est une projection d'une souffrance. Et c'est quelque chose que j'essaye aussi toujours de dire en formation. Si on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être en colère. L'émotion, c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire que je vais me lever un matin, je ne vais pas me dire, à 15h,
c'est bon, je me mets en colère. On peut pas dire qu'on va être sous le coup d'une émotion aujourd'hui et laquelle. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose de légitime. Donc on peut pas en vouloir à l'autre d'être sur le coup de cette émotion. Par contre, on peut lui dire attention, t'as une émotion, t'as le choix de la montrer de façon agressive comme tu le fais, ou de m'expliquer avec d'autres mots. Voilà ce que j'entends de ce que tu me dis et ce que je comprends. Et donc à partir de ça, voilà ce que moi je ressens. Et donc être toujours sur cet ajustement de c'est l'interprétation que moi j'ai de ce que tu es en train de me dire. Mais est-ce que c'est vraiment à moi que tu dis ça, etc., etc. Donc c'est aussi des capacités analytiques et langagières, enfin psychologiques, langagières, interactionnelles très très fortes. Donc à nouveau, on revient à la dimension éducative. Il y en a d'autres des outils, comme par exemple le fait aussi de ne pas lever la voix. C'est-à-dire que si nous on reste calme, avec un ton hyper doux, presque à chuchoter, en face, il va pas pouvoir continuer à monter. C'est pas faisable, en fait. D'ailleurs, il va s'énerver. Oui, mais toi aussi, tu pourrais t'énerver, parce que là, je peux pas m'énerver. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment avec les enfants. J'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, en parler, continuer à en parler et toujours lutter contre ce sexisme, cette homophobie et ce racisme qui est finalement encore très présent voilà, la solution miracle, c'est de lutter contre tous ces stéréotypes. Qu'on retrouve chez les plus petits aussi, il y a de plus en plus des histoires méditatives qu'on peut lire à nos enfants dès 5, 6, 7 ans, ou par des métaphores, hein, évidemment, mais on va amener l'enfant à se construire des fléchettes, ses propres fléchettes qu'on va pouvoir lancer pour dire « je ne me laisse pas faire, je ne suis pas d'accord ». Et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien.